Au début, les scientifiques pensaient qu'il ne s'agissait que de bruits résiduels. Mais en l'espace de quelques heures, les données révélèrent autre chose. Quelque chose de vaste, cohérent et vivant. Le 3 août 2025, les sismographes sous-marins d'Alaska au Chili commencèrent à enregistrer une oscillation harmonique sans précédent dans la mémoire géologique récente. Ce n'était pas un tremblement de terre, ni même un essaim sismique. C'était une impulsion, constante, lente et globale. Toutes les 19 minutes, le plancher océanique se pliait en parfaite synchronie sur des milliers de kilomètres, comme si la planète elle-même avait commencé à respirer. Le phénomène, que l'on appellerait plus tard le murmure du Pacifique, fut détecté par un réseau de fibres optiques, initialement conçu pour surveiller les glissements sous-marins. Lorsque les premiers rapports parvinrent au centre de commande de l'USGS à Golden, dans le Colorado, les analystes supposèrent une erreur de calibration. Mais à mesure que les confirmations arrivaient du JAMSTEC japonais, du CSN chilien et du réseau géoscientifique australien, le déni céda la place à l'alarme. Quelque chose bougeait sous la plaque du Pacifique et le faisait en rythme. À midi, les observatoires volcaniques, des Aléoutiennes aux Andes, détectaient le même schéma. Des rafales sismiques de basse fréquence, des pics subtils dans la déformation du sol et des augmentations synchronisées des émissions profondes de gaz magmatique. Le mont Cleveland siffla, le Popocatépetl exhala. Même des monts sous-marins inactifs à l'ouest d'Hawaï relâchèrent de fines colonnes d'eau surchauffées. La synchronisation était trop parfaite pour être fortuite. Quelque part, profondément sous la lithosphère, un mécanisme invisible avait relié la colonne ignée du Pacifique en un seul battement. L'interférométrie satellitaire confirma l'impossible. Une onde de déformation coordonnée, d'une amplitude de 3 cm, se déplaçait dans le sens horaire, le long de la ceinture de feu du Pacifique. Ce n'était pas une onde de choc, mais une oscillation de pression à l'intérieur même de l'asténosphère, se propageant comme une lente ondulation à travers le magma. Les modèles suggérèrent que la rupture du Kamtchatka, 2 semaines auparavant, avait déstabilisé une couche limite sous la plaque, déclenchant un cycle de rétroaction auto-renforcé. La Terre ne se fracturait pas, elle résonnait. Pour les volcanologues, les implications étaient terrifiantes. Si les zones de subduction pouvaient résonner, l'énergie pouvait se transférer latéralement entre des systèmes volcaniques jusque-là considérés comme indépendants. Un séisme en Russie pourrait agiter le magma en Oregon. Un sursaut dans les Andes pourrait ébranler les Philippines. L'indépendance sismique, l'idée que chaque arc volcanique agissait séparément, venait d'être détruite. À 3h44 UTC, le 4 août, arriva la première conséquence tangible. Les stations sismiques proches du mont Hood enregistrèrent une rafale de secousses durant 11 minutes, suivie d'un gonflement rapide du sommet de 2,6 cm. En quelques heures, les monts Shasta et Lassen Peak reproduisirent le même mouvement. Bien qu'aucune éruption ne suivit, les relevés thermiques effectués par drone révélèrent un réchauffement souterrain sous plusieurs sommets. La chaîne des Cascades, habituellement un alignement de géants endormis, battait désormais d'un souffle unique. Autour du Pacifique, l'humanité se vit reflétée dans un miroir de fragilité. À Tokyo, les comités d'urgence se réunirent dans des chambres souterraines. À Santiago, les protocoles d'évacuation furent discrètement mis à jour. À Seattle, la Space Needle oscilla imperceptiblement, tandis que de lointaines secousses résonnaient dans la croûte. Et bien en dessous, sous 8 km de basalte océanique, le murmure continuait, infini, patient et mesuré. La question n'était plus de savoir si la Terre essayait de nous dire quelque chose, mais quoi? La docteure Lina Alvarez, de l'Université de Californie à Santa Cruz, le résuma ainsi. Nous avons toujours supposé que les systèmes de la planète étaient indépendants. Tectonique, volcanisme,
hydrologie, atmosphère. Mais peut-être ne sont-ils que les organes d'un même corps vivant. Et en ce moment, ce corps est éveillé. Personne ne sait encore si le murmure du Pacifique s'éteindra ou grandira jusqu'à devenir une catastrophe. Mais une vérité s'est imposée à ceux qui étudient les profondeurs terrestres. La frontière entre le vivant et l'inerte n'a jamais été aussi mince. Le fond de l'océan respire et nous nous tenons debout sur sa poitrine. 3 semaines après la rupture du Kamtchatka, la question n'était plus de savoir si les impulsions étaient réelles, mais pourquoi elles refusaient de s'arrêter. Ce qui avait commencé comme une brève anomalie s'était stabilisé en un murmure mondial, un rythme de basse fréquence résonnant sous la croûte du Pacifique. De l'île de Vancouver à la colonne vertébrale des Andes, les réseaux sismiques enregistraient des oscillations périodiques qui ne correspondaient à aucun processus tectonique connu. Les données laissaient entrevoir une possibilité glaçante. La planète s'accordait elle-même à travers des limites autrefois jugées indépendantes. Au Jet Propulsion Laboratory, JPL, un groupe de travail interdisciplinaire se forma du jour au lendemain. Géophysiciens, spécialistes de la dynamique des fluides et volcanologues, analysaient des ensembles de données superposées, montrant des fréquences identiques dans des régions éloignées. 19,4 minutes de différence, variant de moins de 0,3% entre l'Alaska et le Chili. Ce niveau de synchronisation dans la Terre solide est presque biologique, commenta le docteur Munoz lors de la première session d'urgence. La Terre se comportait moins comme un ensemble de plaques et davantage comme un corps résonnant unique. Les jauges de déformation à haute résolution près du mont Rainier révélèrent la première preuve quantifiable. Les lectures montraient des amplitudes de microdéformation atteignant 7,1, dépassant largement le seuil d'activation dynamique reconnu. Les impulsions arrivaient à intervalles parfaitement réguliers, se transmettant à travers la croûte comme si elles suivaient un métronome interne. Chaque oscillation coïncidait avec des changements thermiques dans les fumerolles, de petits pics dans le flux de dioxyde de carbone et des perturbations de pression dans les aquifères voisins. Aucun de ces phénomènes, pris isolément, n'indiquait une éruption, mais ensemble, ils parlaient du mouvement dans les veines du magma. Les modèles informatiques simulèrent la trajectoire de l'onde de contrainte en sens inverse, à travers le manteau. Le résultat surprit même les sceptiques. Le déclencheur initial fut retracé jusqu'aux oscillations résiduelles de la faille du Kamtchatka, désormais résonnant à travers les couches fluides de l'asténosphère, comme une cloche refusant de se taire. La physique était plausible, les implications existentielles. La Terre solide transmettait latéralement de l'énergie à travers les océans, modulant ses propres systèmes volcaniques, comme des diapasons. Le 12 août, les équipes de terrain stationnées autour du mont Hood et des Three Sisters signalèrent des gonflements mesurables du sol, entre 2,1 et 2,8 cm en 36 heures, suivis de contractions abruptes, suggérant une redistribution de la pression en profondeur. Les capteurs infrarouges, transportés par drone, détectèrent des signatures thermiques migrant le long des pentes, des schémas compatibles avec le mouvement de fluides souterrains. Même dans des régions longtemps inactives, les émissions acoustiques laissaient entendre des fractures s'ajustant sous un stress transitoire. Pour les scientifiques qui observaient ces changements en temps réel, c'était comme regarder une marée profonde et invisible. À Washington, D.C., le ton des réunions interinstitutionnelles devint grave. La division satellitaire du département de l'énergie confirma une anomalie atmosphérique, de faibles perturbations électromagnétiques, synchronisées sur le même intervalle de 19 minutes. Pour la première fois, la résonance n'était pas seulement géologique, mais électromagnétique. Un phénomène à spectre complet reliant la Terre profonde à la haute atmosphère. Si cela était vrai, cela signifiait que l'événement du Kamtchatka n'était pas terminé. Il avait simplement changé de forme. Les systèmes volcaniques du monde entier commencèrent à réagir. Aux Philippines, le maillon émit une soudaine colonne de cendres. Au Japon,
Les capteurs du Sakurajima enregistrèrent une augmentation du trémor harmonique. À l'autre extrémité du Pacifique, Yellowstone montra son plus grand flux gazeux en une décennie. Le schéma était indéniable, bien que la cause restât insaisissable. Une chorégraphie de pression, de résonance et de synchronie qu'aucun modèle ne pouvait encore expliquer. La docteure Grace Lee le résuma dans son journal du Pacific Northwest Seismic Network. Nous sommes à l'intérieur d'une boucle de rétroaction. La croûte se parle à elle-même. Il n'y eut pas d'éruption cette semaine-là, mais le silence sembla provisoire. À mesure que les impulsions continuaient, constantes, précises et indifférentes, les scientifiques commencèrent à se demander s'ils n'étaient plus de simples observateurs, mais les témoins du nouveau rythme de la Terre. La résonance était devenue le message. Des Aléoutiennes aux Andes, l'anneau de feu du Pacifique garde la mémoire la plus ancienne de la Terre. Chaque crête, chaque vallée enfouie, est une entrée dans un registre plus ancien que le langage, écrit en cendres, soulèvement et silence. La ceinture de feu du Pacifique, cette vaste frontière tectonique entourant presque la moitié du globe, n'est pas seulement une zone de séismes et de volcans, c'est une archive d'avertissement, où chaque événement laisse des traces que les civilisations lisent, oublient, puis redécouvrent. Dans le nord de la Californie, les peuples Karuk et Yurok parlent d'une montagne qui saignait du feu et d'une rivière devenue pierre bouillante. Pendant des siècles, ces histoires furent considérées comme des mythes, jusqu'à ce qu'à la fin du XXe siècle, les géologues découvrent la preuve d'une grande éruption du mont Shasta, correspondant au temps préservé dans la tradition orale. Il en va de même dans tout le Pacifique. Les récits maoris d'un ciel obscurci coïncident avec l'éruption du Taupo. Les légendes Ainu sur les esprits du feu évoquent les anciennes explosions volcaniques d'Hokkaido. Les mythes, semble-t-il, se souviennent de ce que les instruments oublient. En 2025, lorsque la méga-faille du Kamtchatka déchira le plancher océanique, les échos qu'elle envoya se propagèrent au-delà des capteurs. Ils résonnèrent dans la mémoire collective de cultures qui ont toujours su que les montagnes pouvaient s'éveiller à l'unisson. Les scientifiques parlent en magnitude et en mégapascal. Mais pour ceux qui vivent sous les sommets, la question demeure la même depuis des millénaires. Quand la Terre parle, à quelle vitesse pouvons-nous l'écouter? Cette question a désormais une ligne budgétaire et une date limite. Après les coupes de 2023 dans le Système national d'alerte précoce des volcans, le Service géologique des États-Unis, USGS, avertit le Congrès que plus d'une douzaine de stations critiques de surveillance risquaient d'être désactivées. Parmi elles, celle du mont Rainier, du Glacier Peak et des Three Sisters, chacun capable de générer des lahares, pouvant anéantir des villages entiers en quelques heures. Les fonds ne furent d'ailleurs pas rétablis. À l'été 2025, la télémétrie de ces sommets commença à décliner, capteur après capteur. Lorsque le séisme du Kamtchatka frappa en juillet, ces points aveugles devinrent plus que de simples notes bureaucratiques. Les impulsions rythmiques qui traversèrent les cascades étaient réelles, mais les données incomplètes empêchaient de déterminer leur origine ou leur lien avec un éventuel mouvement magmatique. En quelques jours, les canaux internes du Pacific Northwest Seismic Network se remplirent d'incertitudes. « Sommes-nous devenus sourds à l'avertissement ?» écrivit un analyste. Les failles politiques étaient devenues des failles sismiques. Et pourtant, au milieu de la peur, naquit l'innovation. Les câbles à fibre optique sous le corridor I5 commencèrent à servir aussi de capteurs sismiques, détectant des microsecousses invisibles aux instruments traditionnels. Les modèles alimentés par l'intelligence artificielle croisèrent en temps réel les données d'émissions de gaz, d'inclinaison du terrain et d'anomalies électromagnétiques, construisant une nouvelle forme d'intuition, un folklore numérique de la Terre elle-même. Mais la technologie ne peut remplacer la conscience. La mémoire autochtone, les données scientifiques et l'apprentissage automatique pointent tous vers la même vérité.
La ceinture de feu n'est pas silencieuse. Elle attend. La préparation, non la prédiction, demeure la seule forme de respect que la planète exige.